La séance est reprise. Je donne la parole maintenant à Monsieur Sylvain Berrios pour défendre l'amendement numéro 3091. Le mariage est un engagement entre deux personnes qui s'aiment et ça ouvre des droits pour ceux qui veulent créer une famille, des droits et notamment pour ceux qui veulent avoir des enfants. Et naturellement, pour ceux qui souhaitent adopter, ça ouvre le droit à l'adoption. Pour ceux qui ont des problèmes en matière notamment médicale, à la PMA. Prétendre qu'il n'y a aucun lien entre ce texte et la PMA est donc en soi un contresens. C'est tellement vrai que vous renvoyez à une loi sur la famille le principe du débat sur la PMA. Mais quelle serait la consistance de votre loi sur la famille sans le texte que nous sommes en train de voter? La vérité, c'est que vous laissez tout le monde dans un grand flou, dans une forme d'hypocrisie. La vérité, c'est que là où il y a du flou, il y a un loup, comme l'a dit quelqu'un de chez vous. Vous essayez d'endormir les Français, vous êtes en train de mentir aux Français. C'est pour ça que nous demandons la suppression de cet article 1er. Merci, Monsieur Berrios. L'amendement numéro 3096 n'est pas défendu, ni le 3130, ni le 3131, ni le 3206. Et je donne la parole pour défendre le 3236 à Monsieur Michel Herbillon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet amendement vise à supprimer l'article 1 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. C'est au nom du principe d'égalité que vous justifiez cette ouverture. Je préfère pour ma part, avec de très nombreux collègues, la création d'une union civile qui est une solution plus équilibrée à mes yeux. Elle permet de répondre aux demandes de reconnaissance sociale et de sécurité juridique de la part des couples homosexuels. Ce serait une amélioration par rapport à la situation existante avec le Pacs, notamment sur le plan juridique, fiscal et successoral. Car à la différence du mariage, l'union civile n'induit pas la notion de filiation. Ne nous trompons pas, derrière ce principe d'égalité que vous ne cessez de mettre en avant, c'est en réalité le principe du droit à l'enfant que vous érigez. Car c'est au nom de ce principe d'égalité que vous justifiez l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Ce sera toujours au nom de ce principe d'égalité que vous accorderez demain aux couples de femmes la PMA. Dès lors, qu'est-ce qui vous empêchera, une fois ce pas franchi, encore et toujours au nom de l'égalité, que les couples d'hommes puissent obtenir le droit à la gestation pour autrui? Madame le ministre a déjà fait un grand pas cette semaine vers la légalisation de la GPA avec sa circulaire. Derrière le mariage pour tous, il y a donc clairement dans votre texte le droit à l'enfant pour tous et par tous les moyens. De surcroît, vous n'osez pas le dire, vous ne voulez pas assumer ouvertement les conséquences de votre texte. C'est pourquoi je souhaite qu'on ne rentre pas dans cette fuite en avant qui serait dangereuse pour notre société. Dire cela, mes chers collègues, ne relève d'aucune homophobie, n'en déplaise à certains. Je vous demande donc, mes chers collègues, de soutenir cet amendement visant à supprimer l'article 1. Et je veux juste dire à mon excellent collègue Bruno Le Roux qu'on ne veut pas déranger, mais il y a le droit d'amendement qui fait partie des fonctions des députés. Le 3238 n'est pas défendu et je donne la parole pour défendre le 3244 à Monsieur Xavier Breton. Oui, merci, Monsieur le Président. Pourquoi cet amendement de suppression de l'article 1er? Eh bien, c'est parce que cet article 1er va supprimer l'altérité sexuelle comme étant une condition nécessaire au mariage. J'ai posé tout à l'heure, lors de la discussion préalable à cet article 1er, la question de l'altérité sexuelle. Madame la garde des Sceaux, vous avez eu l'amabilité de me répondre avec deux arguments. Le premier, c'est en disant l'altérité sexuelle existe dans le monde et pour la supprimer, il faudrait une bombe nucléaire. Effectivement, d'un point de vue corporel, là, on se heurte à des limites et à une réalité qu'on ne peut pas nier. La question, ce n'est pas la réalité simplement dans la vie, c'est également dans notre droit. Et je voudrais, Madame Guigou n'est pas là, elle voudra bien m'excuser, peut-être qu'elle a changé également d'avis sur cette phrase-là, mais en tout cas, moi je reprends tout à fait ces propos qu'elle tenait. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer ni abolir la différence entre les sexes. Effectivement, la question c'est est-ce que le droit doit abolir cette différence entre les sexes? Le deuxième argument que vous m'indiquiez, Madame le garde des Sceaux, c'est en disant il y a des références masculines ou féminines.
qui peuvent être ailleurs que chez le père ou chez la mère. Je voudrais à ce propos citer Madame Marinopoulos, qui est psychanalyste et psychologue que nous avons auditionné, et qui disait cela. Écoutez, c'est très intéressant. L'argument selon lequel les enfants élevés par des couples de même sexe auraient de toute façon des figures identificatoires dans leur entourage, sous la figure d'un oncle, d'un grand-père, ne tient pas. On risque de créer une confusion incroyable avec l'idée que la dimension de l'intime pourrait être remplacée par une identification sociale extérieure. Elle ajoutait, allez dire à un enfant qui a perdu son père qu'il y en a d'autres ailleurs, ne remplace rien. Eh bien oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de figure identificatoire à l'extérieur. Madame la ministre de la Famille, j'aurais souhaité que vous me répondiez sur cette question de l'altérité sexuelle. Est-ce que pour vous, elle est importante? Est-ce qu'un couple composé d'un homme et d'une femme est objectivement identique à un couple composé de deux hommes ou à un couple composé de deux femmes? En fait, je crois... La parole est à Madame Bérangère Poletti pour défendre l'amendement 3290. Merci, Monsieur le Président. Les débats de société ont ceci de particulier, c'est qu'ils ne sont jamais aboutis. Une fois une réponse donnée, une autre question, parfois très grave, arrive obligatoirement ensuite. Et la plupart du temps, nous savons quelle question. Il est donc normal de se projeter. Il serait même irresponsable de ne pas le faire. Le mariage impose forcément l'accès à la parentalité. L'adoption n'aurait pas été dans le texte, elle se serait imposée, quoi qu'il en soit. Le mariage soulève cette question de la parentalité et les débats qui vont succéder sont, on le sait, la procréation médicalement assistée, déjà annoncée, la gestation pour autrui et parmi un débat en plus qui pose vraiment question sur la question du genre. On entendait tout à l'heure mon collègue sur les maternelles, franchement, ça devient n'importe quoi. L'union civile répond aux légitimes questions des couples homosexuels, mais le mariage porte en lui des questions graves. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Merci, Madame. Je donne la parole à Bernard Gérard pour défendre l'amendement 3334. Oui, Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, nous ne sommes pas ici parce qu'une convention internationale nous obligerait à statuer sur le mariage homosexuel. Nous ne sommes pas ici parce que le droit européen nous obligerait à nous pencher sur cette question. Nous sommes ici parce que, depuis des mois maintenant, vous nous rappelez de manière quasi pavlovienne que le point 31 du programme de M. Hollande est votre loi d'airain et qu'il convient de régler la question du mariage homosexuel. Nous avions une solution qui était une solution de consensus et nous voulons ici porter la parole des enfants qui sont les grands oubliés de ce texte, les enfants qui ont droit à être entendus, qui ont droit à être politiquement défendus dans cet hémicycle, car nous craignons effectivement que la décision qui risque d'être prise une fois le vote accepté, nous pensons qu'il y a là un risque tout à fait important qu'intentionnellement le législateur français ferait peser sur les enfants qui seraient donc adoptés, si tant est qu'on puisse les adopter, demain qui seraient engendrés par la procréation médicalement assistée ou par la GPA, puisque la voie a été ouverte par une circulaire que nous refusons d'admettre et donc nous contestons et nous avons présenté un amendement de suppression. Merci, monsieur. Les amendements 3344, 3346, 3458, 3526 ne sont pas défendus et je donne la parole à monsieur Yves Sancy pour défendre le 3539. Oui, Monsieur le Président, je voudrais dire que je suis très impatient de connaître les réponses de Mesdames les ministres sur toutes les questions qui ont été posées. Et pourquoi? Ben oui, mais nous sommes obligés de les poser, ces questions, parce que nos collègues de gauche ne vont pas au fond du débat. Et les réponses que nous avons entendues ce matin, elles sont, hélas, et seulement de trois ordres. D'abord, ça a été l'insulte. Les insultes que nous avons entendues proférer à notre rencontre ce matin étaient très graves, homophobes, homosceptiques. Nous avons entendu parler de triangle rose. Madame le garde des Sceaux avait dit sortez de votre igloo pour nous inciter à rentrer dans le monde moderne, ce qui affichait un mépris qui est assez inacceptable, mais enfin l'insulte n'est pas une réponse sur le fond. La deuxième catégorie de réponse que vous donnez,
elle consiste à vouloir faire évoluer les mentalités. Ce matin, j'ai entendu quelque chose de très grave. J'ai entendu qu'il faut faire évoluer les mentalités dans le monde rural. Et le mariage serait instrumentalisé pour faire évoluer les mentalités dans le monde rural où, bien sûr, nous serions arriérés et encore dans le 19e siècle, ce qui est un argument encore inacceptable. Et enfin, d'autres vont plus loin, ça a été évoqué tout à l'heure, en disant c'est un mot nouveau qu'il faut dégenrer la société. Certains vocables sont trop genrés, comme l'école maternelle par exemple, et le mariage homosexuel servirait à effacer ce qui est perçu comme un genre, ce qui est encore une fois une instrumentalisation qui ne répond à rien sur le fond du mariage. Alors mes chers collègues, ce que je voudrais dire, c'est que au-delà de ces réponses qui ne sont pas recevables, oui, une bonne partie de nos concitoyens ont sacralisé le mariage. Et contrairement à ce que dit Madame le garde des Sceaux, cette sacralisation n'est pas honteuse, c'est un choix. Et c'est un choix qui se respecte. Et ici, nous nous faisons les porte-parole, tout simplement, de millions de Français qui sont très inquiets parce qu'ils ne voient pas où vous voulez en venir, parce qu'ils ne voient pas où vous voulez aller sur des questions que nous posons, et notamment sur les questions de parentalité, de PMA et de GPA, auxquelles, en réalité, vous n'avez pas répondu, pas plus que sur le mariage. Merci. La parole est... alors, l'amendement 3580 n'est pas défendu. Le 3599 non plus. Et je donne maintenant la parole sur l'amendement 3648 à Madame Arlette Groscoste. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, s'il est vrai que je ne m'opposerai jamais à ce que deux personnes de même sexe puissent vivre leur amour pleinement, puissent avoir des droits patrimoniaux les plus élargis possibles, puissent transmettre leurs biens sans lourdeur juridique supplémentaire, je n'entends pas pour autant cautionner de quelque manière que ce soit la révolution anthropologique qui s'annonce. L'altérité est un équilibre, l'altérité est l'intérêt de l'enfant, l'altérité est le socle de notre société. Quand bien même, Madame la Ministre, l'altérité ne serait pas en danger pour avoir encore droit de citer, force est de constater que nous mettons le pied dans la porte d'une ère sans boussole, qui s'entend, et ce, au nom d'une liberté sans entrave. Mais la définition de votre liberté n'est pas partagée par tous, loin s'en faut. Bien au contraire, votre liberté divise, clive, épuise, désoriente et nous éloigne de cette diversité harmonieuse à laquelle nous aspirons tous. J'aurais apprécié que nous surmontions nos divergences dans la dignité et dans le respect. Nous n'en prenons pas le chemin. Votre victoire, que vous entendez emblématique, sera trompeuse, car insignifiante par rapport à l'ampleur des défis auxquels la France doit faire face. Dans la tourmente, nous avons besoin de projets rassembleurs. Dans la tourmente, nous avons besoin de préoccupations éthiques. Il n'en est rien. Nous nous en éloignons aussi. Je rejetterai cet article. Merci beaucoup, Madame. Sur l'amendement 3817, je donne la parole à Monsieur Éric Woerth. Oui, Monsieur le Président, merci. Ce débat n'est pas celui de l'égalité des droits des adultes, contrairement à ce que vous dites. Ce débat est celui de l'inégalité des droits des enfants. C'est bien de cela dont il s'agit. Et c'est le fondement du combat que nous menons contre votre texte que nous considérons comme irresponsable. Car il ouvre une réelle inégalité de droits pour les enfants. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant d'avoir deux parents de sexe différent. Et c'est pourtant ce que vous allez faire dans ce texte. L'enfant n'a pas le droit de citer, l'enfant ne donne pas son opinion. Il est simplement à un moment donné, intégré à une famille qui n'est pas une famille dans laquelle il y a un père et une mère. Il n'a à aucun moment pu donner son opinion. Il y a donc inégalité des droits de l'enfant. Et lorsque vous nous dites qu'il y a d'autres pays qui le permettent, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est une question qui peut se poser, mais je crois qu'il n'y a aucune évaluation sur ce sujet. Ce n'est pas parce que d'autres pays le permettent que nous pourrions et que nous devrions commettre la même erreur. D'ailleurs, d'autres pays permettent la gestation pour autrui. Et ce n'est pas pour ça qu'on a envie de suivre cette voie-là. Et il faut une génération, 2 générations,
pour mesurer la conséquence de textes comme celui-là. Pas une semaine, pas un mois, pas un an. Il faut au moins une génération ou 2 générations, et ça, personne ne le dit souvent. Enfin, vous ouvrez un droit direct, un chemin direct vers la PMA. Je note que vous dites que vous ne voulez pas de la GPA, mais en réalité, vous créez ce chemin. Et ce chemin sera évidemment celui qui sera emprunté à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça que je m'oppose à l'ensemble du texte, mais aussi, évidemment, à cet article 1. Merci, Monsieur Woerth. Sur l'amendement 3849, je donne la parole à Madame Annie Genevard. Merci, Monsieur le Président. L'article 1 de cette loi abandonne l'altérité sexuelle comme condition de fond du mariage. Cet amendement que je propose vise à supprimer cette disposition en raison de son inconstitutionnalité. En effet, de nombreux spécialistes du droit constitutionnel affirment que l'altérité sexuelle dans le mariage est constitutive d'un principe constitutionnel relevant de la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en vertu de 3 conditions. Premièrement, la législation en cause doit provenir d'un texte adopté antérieurement à la Constitution de 1946, sous un régime républicain. Or, comme les autres dispositions relatives au mariage, ce principe est bien issu du Code civil adopté le 25 mars 1804 sous le Consulat, c'est-à-dire au cours de la Première République. Deuxièmement, pour y voir un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Aucune loi antérieure à la Constitution de 1946 ne doit jamais avoir dérogé à ce principe. Or, ce principe n'a jamais été remis en cause antérieurement à la Constitution de 1946. Troisièmement, le principe doit être suffisamment général et non contingent. Écoutez, mes chers collègues, vous nous reprochez de ne pas assez travailler, alors écoutez. Or, comme l'affirme l'exposé des motifs du présent projet de loi, le mariage est traditionnellement défini comme un acte juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une union dont la loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution. Ce principe est donc clairement général et non contingent. L'altérité sexuelle des époux est donc un principe fondamental reconnu par la loi de la République. Cet amendement vise donc à supprimer l'article 1er du projet de loi et à convoquer, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, un référendum. Je donne la parole à Marie-Louise Faure sur l'amendement 3956. Merci, Monsieur le Président. Pour cet amendement, pourquoi l'un d'entre vous, assez célèbre, François Mitterrand, disait « il faut laisser du temps au temps ». Vous avez voulu aller très vite, sans doute pour faire oublier tout ce qui se passe en matière économique et autres dans le pays, et conséquence de quoi, alors que le président Hollande, pendant la campagne électorale, parlait de cohésion sociale, d'unité nationale, eh bien, au fil des jours, vous avez fait descendre dans la rue les tenants, les contre, les pour, en un nombre sans précédent depuis des années. Alors vous avez fait, on est dans un temps de communication de l'instant. Et là, vous êtes vraiment en plein dedans. Vous avez trouvé un beau terme, mariage pour tous. Et sans faire l'analyse fine des droits qui ont accompagné à partir du PACS, à partir d'un certain nombre de textes, aussi bien le droit des enfants que les droits des époux. Et vous voulez maintenant nous faire porter l'étiquette homophobe. Eh bien, mes chers collègues, je voudrais vous dire, vous n'avez pas le privilège du cœur. Et nous aussi, non seulement nous reconnaissons le droit à tout être dans notre pays de liberté, de s'aimer entre hommes, entre femmes ou entre hommes et entre femmes, mais je voudrais vous dire que ça n'est pas véritablement le sujet. Et notre union civile était dans ce sens-là. Alors pour terminer, je voudrais vous dire, Madame la garde des Sceaux, vous avez dit que le mariage était hétérosexuel était une discrimination d'État. Je suis choquée par ce que vous avez dit, parce que je considère que vous balayez d'un revers de main. De quel droit vous ne vous entourez pas des avis donnés chaque jour qui expriment de l'inquiétude de la part d'experts, de personnalités diverses, on en a cité plein, et vous vous lancez dans discrimination d'État. Eh bien, depuis des siècles, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et je suis heureuse de voir... Sur l'amendement 3993, je donne la parole à Valérie Pécresse.
Merci. J'ai 130 inscrits. Regardez ce que ça donne si à chaque fois je laisse 20 secondes de plus. Donc, Madame Pécresse, vous avez la parole. D'ailleurs, Monsieur le Président, vous ne m'avez pas laissé 20 secondes ce matin, donc je vais poursuivre ce que je disais ce matin. En 2006, j'étais rapporteur d'une mission sur la famille avec Patrick Bloch. Patrick Bloch en était le président. Et à l'époque, nous avions proposé d'améliorer le PACS et de créer un droit des beaux-parents homosexuels. Mais nous avions majoritairement refusé la généralisation du mariage aux couples de même sexe. Et pourquoi est-ce que nous l'avions refusé à l'époque en 2006 ? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences de ce projet nous étaient apparues très clairement. Nous avions auditionné toutes les associations de défense des droits des homosexuels et toutes nous avaient demandé l'égalité totale des droits. L'égalité totale des droits, pour eux, cela voulait dire le mariage, l'adoption, mais aussi le droit à la filiation biologique, c'est-à-dire aussi le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui, c'est-à-dire aux mères porteuses pour les couples d'hommes. Jamais les associations de défense des droits des homosexuels n'ont avancé masqué, contrairement au gouvernement de François Hollande, contrairement à votre gouvernement, Madame Taubira. Alors, je sais que Madame Guigou nous dit « Pourquoi est-ce que vous me citez tout le temps ?» Eh bien, je vais vous dire, elle est partie, mais je vais dire à... Elle est là. Je vais dire à Elisabeth Guigou, pardon, mais je voulais vous le dire en face. Je ne voulais pas vous le dire dans le dos. Donc Allez. Madame Guigou, je voulais juste vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous cite. Mais c'est tout simplement parce que l'histoire se répète. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, on fera le mariage et l'adoption, mais pas la GPA, pas la PMA. L'histoire se répète. Dans 3 mois, dans 6 mois, vous ferez la gestation pour autrui, vous ferez la procréation médicalement assistée, et la circulaire de Madame Taubira nous l'indique. Merci. Alors, le 4482 n'est pas défendu, ainsi que le 4117, le 4250, le 4452, le 4567, le 4569, le 4625, le 4651, le 4717, le 4739, et je donne la parole, s'il vous plaît, je donne la parole à Monsieur Huette pour défendre le 4752. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement et la majorité prétendent que le mariage entre personnes du même sexe repose sur le principe d'égalité. C'est une erreur et c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que l'égalité ne peut pas valoir quand il y a l'altérité des sexes, et faire reposer cette nouvelle institution du mariage ou cette institution du mariage dérivée ou dévoyée sur le principe d'égalité revêt un véritable caractère d'abstraction. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, ce que dit le Conseil constitutionnel de manière constante. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel depuis de nombreuses années. Alors, le principe d'égalité est un faux argument. La réalité, c'est que vous n'avez pas mesuré et vous ne voulez pas mesurer, au-delà de ce faux principe d'égalité, les conséquences qui vont être générées par ce mariage entre personnes de même sexe. Il y aura nécessairement des conséquences importantes, des bouleversements sur le droit de la famille, des bouleversements sur les droits des enfants et des bouleversements sur les droits des femmes. Et je m'étonne que sur les bancs de la majorité, il y ait tant de défenseurs des droits des femmes et que celles-là même ou ceux-là même s'orientent sans sourciller, sans aucun problème, vers la marchandisation du corps de la femme. Il est vrai que M. Berger, qui est un ami du pouvoir socialiste, a déclaré qu'il ne voyait aucune différence entre louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler. Eh bien, votre texte n'est pas empreint d'égalité, il est empreint d'irresponsabilité. Alors, le 4779 n'est pas défendu, le 4785 n'est pas défendu, le 4827 non plus, le 4868 non plus, le 4878 non plus, le 4968 non plus, le 4983 non plus, et je donne la parole pour défendre l'amendement 5071 à Madame Marion Maréchal Le Pen.
Ça vous fait plaisir, hein, chaque fois que je prends la parole. Alors, l'argument, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand même l'argument de l'engagement de François Hollande. Parce que moi, j'aurais quand même aimé voir un peu plus de persévérance de votre part lorsqu'il s'est agi de réviser le traité européen, lorsqu'il s'agissait de la hausse de la TVA, ou lorsqu'il s'agira, et nous aurons l'occasion d'en reparler, de la réforme bancaire. Alors, la vérité, c'est que vous ne pouvez élargir cette institution sans la détruire. Tout simplement parce que ce n'est pas l'orientation sexuelle qui fonde le droit de se marier, mais c'est le sexe, c'est-à-dire la distinction anthropologique entre un homme et une femme. Les hommes et les femmes homosexuels ou hétérosexuels ont le droit de se marier, mais avec une personne de sexe différent, simplement parce que les sexes ne sont pas interchangeables. Et si l'orientation sexuelle devient un critère de droit, pourquoi l'orientation culturelle n'en serait pas un ? Pourquoi, à terme, refuser la polygamie, après tout pratiquée dans plusieurs pays, parce que, selon vous, c'est un argument valable. Si nous considérons que la société ne doit pas imposer à l'individu de rentrer dans un standard juridique fondé sur les lois naturelles, pourquoi ne pas laisser les personnes organiser leur vie privée comme elles l'entendent et reconnaître après cela les polyamours ou les trouples, comme selon l'expression utilisée dans un article dénommé Têtu. Beaucoup de formes d'amour existent dans la société. Ce n'est pas pour autant que cette société, au nom du principe de réalité, pourra et devra les reconnaître et leur donner une réalité juridique sans renier notre modèle culturel, civilisationnel et moral. Mais la vérité, c'est que ce modèle vous importe peu parce qu'il relève d'une identité qui, je crois, vous méprisez. Merci.